Bonjour, vous écoutez le podcast « Il était 4 fois l'entrée des coulisses », un podcast produit par l'association La Danse des mots. Si vous avez toujours voulu savoir ce qui se passe en coulisses avant l'arrivée des artistes sur scène, vous êtes au bon endroit. À travers notre petite association de théâtre, nous allons vous révéler quelques secrets et donner la parole à des artistes de tout horizon en version interview. Un nouvel épisode est diffusé tous les 15 jours, le dimanche à 10h. Au programme aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un banc pour tout décor. Car oui, les décors au théâtre, quand on est une petite compagnie, sans trop de moyens, ça peut vite devenir un casse-tête. Je vais essayer de répondre à quelques-unes de vos curiosités. La deuxième porte des coulisses s'ouvrira sur un artiste que je connais depuis 18 ans. Avec le rire de ses enfants en arrière-plan, Nouniaré vous partage son art inspiré de sa culture bamoun. Et pour clore cet épisode, je vous lirai un extrait que j'ai écrit, un texte créé pour un spectacle avec Noun justement. Allez-y, en coulisses. Le décor est de Roger Hart. Les costumes de Donald Caldwell. Pour les plus jeunes d'entre vous, cette phrase ne ravive aucun souvenir. Mais pour les autres, c'est une petite Madeleine de Proust. Roger Hart, un nom cité plus de 500 fois à la fin des pièces de l'émission Au théâtre ce soir, tout comme celui du costumier Donald Caldwell. Pour Louis Jouvet, le décor était le costume de la pièce. Des machineries, des tentures peintes, des décors réalistes, des décors sophistiqués, un lieu d'action évoqué avec 3 fois rien, des accessoires porteurs de sens. Les décors de théâtre font appel à votre imaginaire de spectateur. Je citerai encore le scénographe Christian Bérard. Il disait « Ce que je préconise par-dessus tout au théâtre, c'est le vide ». Et ça, c'est une phrase qui nous plaît bien à la danse des mots, parce que, comme beaucoup d'autres petites compagnies, qu'elles soient amateurs ou même professionnelles, nous n'avons pas toujours beaucoup de moyens. Et dans les décors minimalistes, eh bien, l'avantage, c'est le coût. Alors, comment fait-on quand on ne peut pas payer un décorateur ou quand on ne peut pas acheter de matériel ou de décor déjà tout prêt ? Eh bien, on triche. On bricole des structures, quand on est un peu bricoleur, on peint ou on achète des fonds de scène en trompe-l'œil. On mise tout sur les accessoires. On récupère des objets dans nos domiciles, on chine dans les brocantes, on ratisse les petites annonces pour trouver tout ce qui peut convenir à la pièce en création. Et puis avec un peu d'astuce, une ambiance est ainsi posée. Ceci dit, dans un décor très minimaliste, fait un peu comme je viens de vous expliquer avec de la récupération et un peu d'astuce, il ne faut absolument pas faire l'impasse sur les lumières et les costumes. Sinon, la magie n'opère pas. Ou bien ce décor minimaliste est vraiment fort et travaillé. À la danse des mots, la pièce fondatrice de notre association, Spirale, présentait un décor très minimaliste et symbolique. Un banc et des pétales, vertes en majorité, au sol. L'action se passe dans un jardin. Et la pièce maîtresse du décor, c'est le banc. Ce banc a toute une histoire. Il a été créé par Laurent Belloni, un sculpteur français, dont les œuvres sont épurées et cependant très fortes. Le fer, le bois, la résine, le bronze, il est diplômé de ciselure de l'école Boulle à Paris et il expérimente toute forme de moulage et de fonderie. Laurent Belloni fréquentait le lieu où je travaillais à l'époque et j'avais eu l'occasion de voir une partie de son travail. Et ce travail me semblait convenir à l'ambiance de la pièce Spirale, qui était donc la pièce que nous étions en train de créer avec Guy Chouraki, Magali Godin et Magnolia de Oliveira.
Et donc un jour où il est venu en visite sur ce lieu où je travaillais, je me suis lancée et je lui ai demandé si cela l'intéressait de créer le décor d'une pièce de théâtre. Alors il a été surpris, il m'a posé pas mal de questions, il a lu la pièce et après divers échanges, il a fini par proposer ce banc. Alors pour décrire ce banc, c'est une énorme bûche de bois qui doit faire un bon 1,50 m. Il y a plusieurs encoches, une plus importante que les autres, et l'une d'entre elles fait comme une sorte de petit coffre. Les bouts sont arrondis, ce qui laisse deviner la bûche d'origine, et ses pieds sont en fer blanc, avec un aspect assez clinique, puisque l'action se passe dans un jardin d'un établissement médical. Ce banc est très lourd, il est très beau, il est atypique et il sert complètement la pièce. Laurent avait bien perçu l'importance de ce banc, importance dont moi-même je ne m'étais même pas rendu compte lors de l'écriture et lors de la préparation de la mise en scène, mais il est vrai que cet objet structure l'espace scénique. Et nous avons pu nous en servir énormément pour mettre en place les déplacements, s'asseoir, se mettre debout dessus, tourner autour. Bref, c'est vraiment un élément extrêmement fort et essentiel à la pièce. Alors ce banc, qu'est-il devenu ? Eh bien aujourd'hui, il trône dans mon salon, avec 2 coussins posés dessus, parce que les chats adorent s'y prélasser. Ils font aussi leurs griffes sur la plus grosse des encoches. Et d'ailleurs, un jour, j'ai ouvert l'une des petites encoches, celle qui ressemble à une sorte de petit coffre. Et avec beaucoup d'émotion, j'y ai retrouvé une des pétales. Et immédiatement, je me suis souvenu de la scène où le personnage Morgan sort les pétales qu'il avait cachés dans cette petite encoche. Aujourd'hui, donc, ce banc, cette sculpture, est dans mon salon et je crois que cela plairait bien à Laurent Belloni. Écoutez ce qu'il disait au cours d'une interview pour Woody TV. Mais elles sont pas. Ce qui est curieux, c'est qu'elles sont pas en atelier. Elles sont pas créées ou fabriquées pour être mises chez les gens, mais c'est vrai qu'elles. J'ai l'impression qu'elles sont sublimées chez les gens. Comme si en fait on avait l'impression qu'il y avait ce qu'on a proposé, le regard de l'autre et l'amour de l'autre est contenu dans cette sculpture. Et après ça rayonne. Et c'est étrange, mais c'est assez beau en fait. Ouvrons maintenant la deuxième porte des coulisses sur l'univers très zen et très doux du musicien Nouniaré. Bonjour, c'est Nouniaré. Donc voilà, artiste, musicien, auteur, compositeur, interprète de mes propres créations. Et je monte aussi des spectacles de contes musicaux, des spectacles pluridisciplinaires avec des instruments d'Afrique et modernes. Voilà, et de théâtre musical aussi. Je suis de la région des montagnes à l'ouest du Cameroun, dans le pays qui s'appelle le pays Bamou. Donc, pour écrire des chansons, concevoir des spectacles, c'est souvent en forêt, en fait. Parce que là où je vis, là où je suis né tout autour dans une palmeraie avec beaucoup d'arbres et tout. Et donc, j'ai retrouvé cet univers de forêt ici, où je vis dans la campagne. Et donc, quand j'ai une idée de création d'un texte ou de spectacle ou de chanson, moi, je vais marcher dans la forêt. Et il m'arrive d'aller marcher parfois à minuit dans la forêt toute seule. Et voilà, j'écoute les arbres chanter, le vent, et ça m'inspire. Et une fois que j'ai peut-être la mélodie, il faut travailler la guitare. Et toujours, je vais dans la forêt pour chercher tout ce qui est son, comment accompagner. Parce que je travaille dans l'essence. C'est la forêt, en fait, qui est vraiment l'endroit qui m'inspire le plus. Mais c'est magnifique ça comme endroit. Quelle chance! Oui, ouais, c'est pour ça que je me suis retrouvé en campagne parce que
parce que ça correspondait à mon environnement pour pouvoir être créatif, en fait, c'est ça. Donc, tout autour ici, c'est un hameau rempli de forêts, en fait. Là où je vis, il y a beaucoup de forêts, beaucoup d'arbres. Parfois, j'observe les arbres, comment ça chante, le vent souffle dessus, les oiseaux. En fait, c'est à partir de là que j'arrive à m'inspirer pour créer, pour montrer, soit quand je crée des spectacles ou quand j'ai des idées de chansons. Voilà, ça se passe essentiellement en forêt, en fait. Après, dans les studios, dans la maison, c'est plus pour répéter ce qui a été déjà créé. Est-ce que tu disais tout à l'heure que tu venais du Cameroun? Est-ce que la région du Cameroun d'où tu viens ressemble à ce paysage où tu es actuellement? Cet endroit de forêt, de nature, ou est-ce que c'est très différent? Non, c'est justement, ça ressemble énormément. Mais après, les arbres ne sont pas les mêmes. Parce qu'en Afrique, ils sont beaucoup plus luxuriants. Et puis, c'est des grands palmiers, des très, très grands palmiers. Et voilà. Donc, je suis entouré de palmiers. Je suis dans une palmeraie où il y a une grande verdure. Il n'y a pas beaucoup de maisons. Et donc, ça ressemble quand même parce qu'ici, il y a des grands arbres, des platanes, non, pas des platanes, comment on appelle ça? Bon, j'oublie le nom, mais quand même, c'est des grands arbres qui sont ici. Mais ça ressemble énormément. Après, c'est juste au niveau de la texture des arbres qu'il y a une différence. Mais c'est assez touffu aussi. Voilà. Comment, toi, Noun, tu décrirais la musique que tu fais? En fait, la musique que moi je fais, moi je propose, donc c'est plutôt un style de musique acoustique intimiste, qui s'inspire de l'imaginaire de ma région, de Bamoun, et que je mélange aussi avec des sonorités d'ailleurs. Ça peut être du violon, de la flûte, et puis voilà, pour créer, parce que c'est un mélange, on appelle ça un peu world music, mais chez moi c'est beaucoup plus acoustique, plus intimiste, et c'est vraiment une fusion entre les deux. C'est ça que je propose, quoi. Est-ce que tu as des artistes qui t'ont influencé pour écrire ta musique? Oui, beaucoup d'artistes m'ont influencé, mais c'est pas forcément des artistes très connus. Là, par exemple, j'ai un artiste qui a son nom qui est décédé, que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Geoffrey Oriema. Oui. Donc, qui est décédé maintenant. Il y a des artistes comme Lokwa Kanza. Oui. Donc, qui sont plutôt dans des styles très acoustiques, intimistes. Il y a un artiste malien qui est décédé aussi, Alifa Touré, qui faisait du blues. Oui. Qui m'a beaucoup inspiré. Et puis, j'aime aussi les chansons traditionnelles d'autres pays. Par exemple, j'écoute beaucoup, j'aime bien les chansons un peu, parfois tziganes et tout, en fait, qui font voyager, quoi. Et j'écoute aussi les chansons de Bol, de l'Inde. Voilà, c'est tout un univers comme ça. Et j'aime aussi des artistes qui font c'est-à-dire qui sur le plan vocal, qui font des harmonies. Par exemple, Stephen Mikus. Voilà, ça c'est plutôt des artistes comme ça que j'aime bien écouter. Voilà. Mais sinon, j'écoute tout, mais beaucoup plus tout ce qui est un peu calme. Voilà, Agnès Sobel. Agnès, comment ça s'appelle? Agnès Sobel. Oh, j'adore. Voilà. Oui, magnifique. Plutôt, voilà, London Grammar, plutôt dans ce style-là. Tu disais en te présentant que tu écris aussi des spectacles musicaux. Tu peux nous en parler un peu? En fait, pour la plupart, c'est des contes musicaux, c'est-à-dire que je parle d'un texte sur un thème. Donc, dès que j'ai le thème, après, je crée la musique autour du thème. Et que voilà, ça peut être soit raconté, soit en théâtre gestuel. À partir du moment où le texte est écrit, le message est là et qu'il est clair. Donc ça va être soit conté, soit théâtre gestuel. Et puis j'entoure ça d'instruments. Donc parfois sur scène, il y a une dizaine d'instruments qui permettent de raconter l'histoire du texte qui est écrit pour passer le message en fait. Donc ça peut être des thèmes qui touchent à l'humain, ça peut être des thèmes sur l'environnement, des thèmes sur... Moi j'écris beaucoup sur la problématique du manque d'eau qui arrive et tout, comment est-ce qu'on pourrait pallier. Donc je trouve des thèmes
comme ça, qui portent un message. Et donc, je mixe ça avec des instruments, parfois que je fabrique aussi, avec d'autres artistes. Hein, je fais pas tout seul. Parfois, il y a des spectacles que je fais tout seul, mais il y en a d'autres que je fais avec d'autres artistes. Je mélange toujours avec le mélange, soit la flûte, soit du violon. Et puis, on arrive à passer ce message à travers le spectacle, soit conte musical, soit théâtre gestuel musical. Voilà, c'est ça. Les spectacles que tu crées, ce sont des spectacles tout public pour les enfants? Non, les spectacles, en fait, on appelle ça des spectacles de public familial. Parce qu'au départ, le spectacle, c'est conçu avec un texte qui peut parler aux enfants, qui n'est pas très complexe. Voilà, comme c'est un conte. Mais il se trouve que parfois, les personnes adultes, quand ils arrivent au spectacle, ils sont aussi emportés. Et parfois, ils se disent qu'eux-mêmes, ils étaient dans un voyage, dans un univers et tout. Et donc, du coup, c'est pour ça que je mets maintenant le public familial. Parce que j'ai eu beaucoup de retours des parents, des grands-parents qui viennent et qui se laissent porter aussi par le spectacle. Parce qu'il y a une diversité d'instruments, de décors, parce que de toute façon, je fais des décors sonores. Oui. Tout ce que je ramasse, des bouchons, des graines. Donc, je crée des décors sonores pour le spectacle. Et donc, c'est vraiment une invitation à un voyage. Au voyage, quoi, dans les spectacles. Parce qu'on voyage dans les instruments, dans l'imaginaire. Quoi. Ouais, c'est des beaux spectacles en général. Tu joues de combien d'instruments à peu près parce que je sais que tu en joues de beaucoup. Oui, on va dire, enfin, tous, on va dire une dizaine. Mais au départ, je fais la guitare. Mais après, maintenant, je fais d'autres instruments d'Afrique. Mais après, parce que souvent, ces instruments, c'est parfois au ressenti, au feeling. C'est pas des instruments que j'ai appris dans une école, non. C'est-à-dire que quand j'ai un instrument, j'essaie de me l'approprier. C'est surtout la résonance, le son de l'instrument qui m'intéresse. Après, je l'approprie et je vois comment réadapter à mon spectacle ou bien à ma création. Et il y en a que je fabrique aussi. Parfois en tête, parce que quand je marche dans la forêt, si j'entends une sonorité qui m'intéresse, je vais essayer de créer un instrument qui peut se rapprocher de cette sonorité. Je m'en sers donc dans les spectacles, voilà, pour construire l'univers sonore du spectacle. Voilà. Tu peux nous citer quelques-uns des instruments dont tu joues? Donc, entre autres, je joue un instrument qui s'appelle le gnen. Donc, il y en a un autre qui s'appelle le mvet. Après, il y a la sanza. Et puis, il y a un instrument qui vient du Mali qui s'appelle le ngoni. Voilà, c'est entre autres. Après, il y a d'autres instruments de percussion, il y a pidrum, ouais, et d'autres que je fabrique en fonction du spectacle que je vais créer. Qu'est-ce que tu faisais avant? Avant d'être musicien, qu'est-ce que tu faisais, Noun? Ici? Non, mais ici, quand je suis arrivé, j'ai dû, comme tous les artistes, hein, c'est-à-dire que j'ai dû faire des petits boulots à gauche, à droite. Mais dans le soir, j'allais faire des concerts. Avant de commencer à créer des spectacles, je faisais que des concerts. Donc c'est après quelques années que je suis rentré dans le domaine des spectacles. Mais je faisais des petits métiers à côté, des petits boulots. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait distributeur de journaux. J'ai travaillé comme agent d'accueil dans un site qui abritait un cinéma. Donc j'étais à l'accueil quand il y avait des avant-premières de films. Tous les grands acteurs qui arrivaient, nous on était chargés de les accueillir pour aller les conduire. Donc c'est comme ça que j'ai vu aussi côtoyer beaucoup d'acteurs. Oui. Donc du coup j'ai fait ça. Après j'ai travaillé dans un truc de sondage qui travaille sur la qualité de service dans les bus parisiens. Les bus parisiens. Donc je faisais ça et le soir j'allais faire des concerts et voilà jusqu'à ce que après j'ai continué alors finalement dans le concert et les spectacles. Est-ce que la musique a toujours fait partie de ta vie? Est-ce que même avant cette période-là en France où tu as tout de suite fait des concerts au Cameroun, tu avais déjà un lien avec la musique? Oui, j'ai toujours eu un lien parce que beaucoup plus jeune,
C'est-à-dire que je jouais du tambour. C'était des ballets traditionnels. Moi, je faisais du tambour. Et puis, on accompagnait des mariages. Et puis, pendant des fêtes comme ça, on fabriquait des instruments. On fabriquait des tambours avec des boîtes de conserve. Et puis, on animait des fêtes de fin d'année comme ça, en chantant, en jouant partout. Bon, c'est vrai qu'après, j'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui ne vivait pas au village, qui vivait plutôt en ville, à Douala, qui avait une guitare. Et chaque fois qu'il venait, il ramenait sa guitare et puis j'allais piquer sa guitare pour graisser des notes et tout. D'accord. Jusqu'à ce que j'ai ma propre guitare. Donc ça a toujours fait partie. Mais après, finalement, dans ma vision de ce que je voulais proposer, parce qu'en fait, si tu veux, la musique que je fais, c'est pas forcément la musique qui est la plus populaire là-bas. D'accord. Dans le sens où je fais pas la musique traditionnelle. Moi, je fais des mélanges. Oui. Je fais beaucoup de mélanges, de fusion. Et c'est vrai qu'après, moi, je pensais que il fallait vraiment proposer ça plutôt ici. Parce que c'est ici vraiment que je me suis professionnalisé. Parce qu'au départ, je jouais comme tout le monde, ça a toujours fait partie. Mais je créais des chansons. Mais passer l'étape pour être professionnel, c'est vraiment ici. Parce qu'il faut aussi savoir que là-bas, c'est beaucoup plus compliqué. Quand tu es artiste, de pouvoir faire ça et de faire que ça. Oui. Voilà. Parce que pour se vivre, c'est beaucoup plus compliqué. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a aidé à devenir musicien professionnel, en fait? En fait, ce qui a été le déclic, c'est que comme je jouais beaucoup dans les cafés, les bars à Paris, c'est dans le public, tu as toujours des personnes qui viennent après, qui regardent, qui disent, ah, c'est intéressant, ton style, c'est pas courant, c'est pas forcément un style qui est déjà connu, ça ressemble pas à quelque chose qui est déjà connu. Et qui m'a parlé justement qui m'a dit, si tu as une maquette, il y a la SACEM. La SACEM, c'est la Société des auteurs, compositeurs, des éditeurs, qui protège les droits des artistes. Oui. Il m'a dit qu'il faut que j'y aille protéger mes chansons et que la SACEM a un programme qui soutient les artistes débutants, c'est-à-dire ceux qui commencent, qui n'ont pas encore enregistré, qui n'ont pas de maison de disques. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, j'ai fait une maquette, j'ai envoyé, mais ça, il faut espérer que ça marche. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil pour dire, ah tiens, votre projet est intéressant, on va vous soutenir pour créer un premier album. En fait, c'est comme ça que j'ai créé le premier album. Parce que j'ai été soutenu financièrement. Et donc, du coup, ils ont pris l'album, ils ont mis à Francophonie Diffusion. Et c'est comme ça que mes chansons pouvaient être diffusées dans le monde entier. Et moi, je recueillais les droits. Oui. Parce que du coup, c'est parti. J'ai eu des appels de Canada, du Yémen, même du Qatar, des États-Unis, partout. Parce que du coup, c'est comme ça que c'était diffusé. Oui. Et c'est parti de là. Après, je me suis dit, bon, voilà. Je vais vraiment le faire. Ouais. Essayer de le faire, laisser le petit boulot pour mes... Et après, maintenant, je suis allé à un festival parce que tout s'est enchaîné. Dès que je fais l'album, je pars à un festival. C'est que quand j'arrive dans le festival, on me dit, les organisateurs, est-ce que je pourrais venir faire un atelier avec les enfants pour parler de mon parcours, de comment je suis arrivé dans la musique et de leur jouer des chansons, même avec les instruments traditionnels que j'avais. Et j'ai fait ça et ça a bien marché. Alors le déclic est venu de là parce que je me suis dit, alors si je fais ça et que ça fonctionne, alors si je crée maintenant un spectacle, un texte qui n'est pas forcément de moi et que j'adapte avec tout cet univers sonore et musical. Oui. Et c'est comme ça que je suis rentré de plein pied dans le spectacle aussi. Mais tu peux être fier de ce parcours, j'espère que tu l'es. Oui, bien sûr. Parce que en plus, si j'arrive à m'en sortir, bon, je suis pas riche, mais j'arrive quand même à vivre Oui. tranquillement, quoi. Tu vois, de l'artistique, sans avoir trop de soucis, à dire, bon, il faut que je retourne travailler. Et là, c'est pas mal parce que ça fait quand même presque 16 ans que ça dure, quoi. Oui. Tu vois. Voilà. Dans ce parcours artistique, justement, est-ce qu'il y a une personne
qui t'a marqué, une personne qui t'a vraiment aidé dans tes projets? En fait, je dirais plutôt Myriam Crozon parce que, en fait, au moment où je rentre dans le monde du spectacle et qu'elle me produit les textes, parce qu'elle écrit aussi des contes et des textes. À partir où on commence à travailler, et puis des moments où parfois il y a des moments de haut et de bas, hein, parce que tout n'est pas que rose, quoi, tu vois. À un moment, j'ai failli lâcher. Je me dis non, peut-être qu'il faut que je revienne à la réalité. Et voilà, donc elle m'a vraiment dit non, c'est ta voix, tu vas rester dedans. Et ça, c'est vrai que si j'avais pas eu ce soutien, je pense que peut-être que j'aurais peut-être lâché pour faire autre chose. Parce que c'est un métier qui est compliqué, semé d'embûches, il y a des hauts, des bas, parfois il y a beaucoup de tournées, parfois il n'y en a pas. Mais si tu n'as pas ce soutien, tu peux facilement lâcher pour passer à autre chose. Parce que je suis souvent fidèle en amitié ou en rencontre et tout, avec qui je suis resté en contact, qui me suivent, qui ont soutenu aussi à leur façon, comme toi, hein, Isabelle, hein. C'est-à-dire que, tu vois, c'était une rencontre. À l'époque, même quand on s'était rencontrés, mais tu te rappelles, Oui. et j'étais en train de travailler parce que je t'ai dit qu'au départ, j'avais déjà le CD en main et que je mettais dans mon sac et je faisais des enquêtes de qualité-service dans les bus. Et puis, je me suis arrêté à ta bibliothèque. J'avais mon CD. Et ça me marque aussi, quoi, parce que j'avais mon CD dans la poche. Et je me rappelle, j'arrive à l'accueil, je dis, ah, tiens, je vais voir la chargée de la culture ici et tout. Et je me rappelle à l'accueil, il y a quelqu'un qui dit, ah, Isabelle, il y a un artiste qui te cherche ici. Alors que j'avais pas rendez-vous, il y avait pas de rendez-vous. Je me rappelle bien, quoi. J'avais pas de rendez-vous. Je m'en souviens très bien. Et il a crié, Isabelle, il y a un artiste qui te cherche. Et là, tu es venu, on a discuté. Après, je t'ai laissé le CD. Je me suis excusé parce que j'avais pas rendez-vous. Donc, je passais, en fait. J'étais en train de travailler. Parce que quand le CD est fini, j'avais pas encore lâché totalement. Bien sûr. Donc, je faisais encore, donc je travaillais dans les bus et tout. Je m'arrêtais, ainsi de suite. Après, ça a donné, on a fait un spectacle. Après, on a continué à collaborer. Après, tu m'as fait aussi jouer beaucoup de fois et tout. Et on est resté en lien, quoi. Donc, c'est ça. Il y a mon flûtiste aussi. Oui. Mon flûtiste. Oui. Avec qui, mais ça fait depuis ces années-là, 2004, hein, c'est-à-dire avec qui je joue toujours, quoi, tu vois. Eh oui. Ça, c'est vraiment une fidélité. J'ai joué avec d'autres artistes aussi, hein, mais après, en termes de fidélité, il y en a quand même d'autres avec qui ça continue, ça n'arrête pas. Et ça, c'est vraiment chouette, quoi, des rencontres. Oui, en tout cas, j'ai été très contente de te rencontrer. Je me souviens très très bien de ce jour où tu as débarqué comme ça à la bibliothèque, très souriant, très simplement, en me disant, voilà, je suis musicien, j'ai fait un CD, est-ce qu'il est possible que vous le preniez? Et moi, j'ai trouvé ça super. J'ai dit oui, je l'ai écouté et je me suis dit, ce petit bonhomme-là, il faut que je le programme. C'est ça. Donc effectivement, je t'ai programmé, et puis on a écrit un petit spectacle aussi ensemble. Oui, bien sûr. Aoula, ça s'appelait, c'était en 2010 sur ton texte. Oui. C'est un texte que tu avais écrit, qu'on avait réadapté. Oui. Et puis oui, moi j'étais toujours suivie, et puis j'essaye à chaque fois de te faire connaître, comme je peux faire avec d'autres artistes que je suis, quoi. Mais ouais. Mais en tout cas, c'est chouette, quoi. c'est joli en tout cas de voir ton aventure. Voilà, de ce petit gars comme ça du Cameroun, et puis qui arrive en France, et je me souviens quand on répétait Aoula Oulé, justement, tu me racontais plein de choses de ton arrivée en France, du décalage qu'il y avait entre ton pays et la France. Et ça le fait très souvent avec des étrangers, en fait. Hein. Oui. Moi, je me souviens quand mon papa a débarqué du Portugal pour fuir la dictature de Salazar, il est arrivé en France, c'était parfois la 5e dimension. Hein, donc, c'est clair. Et je me souviens que tu me racontais ça et que tu avais effectivement tes créations et tes ateliers. Et je trouve ça très, très joli comme parcours. Donc, du coup, je suis très contente que tu participes à ma petite aventure de podcast. Ouais, avec plaisir. On entendait tes enfants là tout à l'heure.
au début de l'interview. Est-ce que tes enfants écoutent ta musique? Est-ce qu'ils vont voir tes spectacles et comment ils réagissent à ça? Ah oui, mais ça, c'est sûr, hein. Moi, je les amène tout le temps au spectacle. Mais de toute façon, j'ai pas le choix, je les amène tout le temps au spectacle. La musique, ma fille, elle a ça dans son MP3. Oui. Elles écoutent. Elles écoutent. Bon, en plus, comme je chante dans ma langue, donc du coup, ça... Voilà. Elles sont fières. Ah. Elles sont fières. Elles écoutent... Elles écoutent parce que comme je fais des clips, je réalise des clips aussi. Et puis elles regardent et puis... Ah, c'est papa. Oui, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a une chanson que toi tu choisirais, que tu aimerais que les gens entendent pour la première fois, ceux qui te connaissent pas? Oui. Oui. Dis-moi. Je te l'envoie après. Ouais. Voilà. C'est une chanson qui s'appelle Chama. Parce que ça a été l'une de mes toutes premières compositions, premier enregistrement, mais depuis le Cameroun, Oui. mais qui n'était jamais sorti officiellement. Et là, je viens de le sortir là. Parce que c'est vrai qu'après, comme je te disais, donc Myriam Crozon me disait tout le temps, pourquoi tu fais pas celle-ci? Je disais, oh, non, mais elle date. Mais figure-toi que je l'ai fait il n'y a pas longtemps et c'est en train de faire un carton au Cameroun. Je l'ai mis sur Facebook avec déjà presque 50 000 vues et ça fait bout de neige. Alors que c'est une chanson qui date déjà de très très longtemps. Je vivais encore au Cameroun. J'avais fait des maquettes à l'époque et tout. Mais je ne l'avais jamais sorti officiellement parce qu'on me disait, bon, ok, d'accord, ça date déjà et tout. Mais figure-toi, et je me rappelle, Myriam Crozon me disait tout le temps, mais cette chanson, il faut la sortir. Cette chanson, elle me disait que oh, mais ça date, ça fait vieux et tout. Et là, je l'ai fait il y a même pas longtemps et finalement, c'est celle-là qui est en train de faire un... J'ai fait un clip, donc peut-être que tu verras sur... Oui, je l'ai vu. Ça s'appelle Chama. Oui. Je m'y attendais pas, mais parfois, c'est comme ça. Les bonnes surprises. Ouais, c'est une bonne surprise. Shama, Yanu Shama, Shama, Yanu Shama. Well, Probian Shama, who Kapakin, the one, ma make je namo alimao we probian shama wo kapakin monde wan we kapapa ye kan kitin da ma make je namo alimao Acaba me fui fanga fume lampishu chimbunto Bafu minha fia mi je pira amboa Gupa mamte sangu fumbali malopwa pombaro wapu Shama, Yanu Shama, Shama, Yanu Shama. We probian Shama, wo kapakin monde wan, that ma make je namo alimao
me fui fanga fume lampishu chimbunto Bafu minha fiemi je piramboa Ngupa mamtesa ngufumbe lima lopwa pombara wapu Kapa que vai mal ao fatecime Sango vumbeji banhe maripa que chimocha Babalam que banho a que capa virou Wakwa balu então gang bafu fieme Chama Chama Yani Noun a évoqué le spectacle qu'il a créé et joué au théâtre Darius Milhaud. Ce spectacle, Aoula Oulé, était une adaptation d'une nouvelle que j'avais écrite. En voici le début. La suite est à regarder sur notre chaîne YouTube et à écouter sur notre compte SoundCloud. La mer dansait, roulait, ondulait, tour à tour joyeuse, agacée, sensuelle, offrant une vue aussi sèche qu'un désert. Du bleu, du vide, tout ce bleu écœurant, tout le temps, à l'infini. Où qu'il porte son regard, cet immense espace mouvant, implacablement bleu. La mer indifférente à sa dérive l'entraînait au gré des vagues, nulle part et ailleurs, d'un endroit bleu à un autre, tout aussi désespérément vide. Parfois, l'eau et le ciel se confondaient en un long baiser azur. Le monde ressemblait alors à une sphère dans laquelle il se trouvait prisonnier. Quand venait la nuit, le soleil se couchait sur les vagues, las de sa journée. Le vent se chargeait d'embruns plus capiteux, et la dérive continuait. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce dimanche. Je vous propose de nous retrouver dans 15 jours avec d'autres coulisses et un autre artiste à découvrir. En attendant, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, cela nous aidera vraiment beaucoup. Allez-y, on referme les coulisses.